Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler un peu de composition photo. Alors en premier lieu, je voudrais être transparent sur le fait que cette vidéo est très fortement inspirée d'une vidéo d'un super youtubeur anglais qui s'appelle Roman Fox, qui a fait une vidéo sur une meilleure manière de composer ses photos, que je vais vous mettre en fiche. Si vous êtes anglophone ou si ça vous gêne pas de regarder une vidéo avec des sous-titres, je vous invite très fortement à aller voir sa vidéo. Et si c'est pas le cas mais que ma vidéo vous plaît, je vous invite aussi à suivre son lien juste pour aller lui mettre un like, puisque s'il avait pas fait cette vidéo, j'aurais probablement pas fait celle-ci. L'idée derrière sa vidéo, et qui a résonné très fort chez moi, c'est que il s'éloigne un peu des règles ou des outils classiques de composition, qui sont ceux qu'on apprend au début, ou qu'on va utiliser en premier pour essayer de s'améliorer, comme la règle des tiers qui n'est pas vraiment une règle, ou le fait d'utiliser des lignes pour diriger le regard dans sa photo, le fait d'utiliser des choses en premier plan et des choses au loin pour créer des dimensions, bref, toutes ces choses-là. Il va s'éloigner un peu de ça pour essayer de comprendre de manière un peu plus complexe, mais un peu mieux articulé, un peu plus modulaire, qu'est-ce qui fait qu'une photo va marcher en termes de composition ou pas. Parce qu'il y a plein de photos qui sont très réussies et qui ne respectent aucune de ces règles-là. Du coup, c'est un peu moins une règle toute simple à appliquer, mais c'est beaucoup plus proche de ce que je vais faire inconsciemment quand je vais analyser une photo pour comprendre est-ce qu'elle marche ou pas, est-ce que je la trouve réussie ou pas. Donc je trouve que c'est une méthode qui mérite de s'appesantir un peu dessus, et c'est pour ça que je voulais vous la présenter aujourd'hui. Alors l'idée, ça va être d'analyser notre image, qu'on soit en train de la construire ou qu'elle ait déjà été faite, pour la découper en les éléments suivants. En premier lieu, les éléments qui sont d'une couleur très vive, ensuite les parties de l'image qui vont être les plus lumineuses, ensuite on va avoir les parties de l'image où il va y avoir beaucoup de détails, les zones qui vont être assez denses en informations, et enfin on va un peu regrouper tout le reste, c'est-à-dire les zones les plus sombres, les zones qui ne vont avoir quasiment aucune information de couleur, ou les zones qui vont avoir très peu de texture, qui vont être très uniformes en termes d'absence de texture, on va dire. Sachant que cette dernière catégorie, quand on l'utilise pour mettre en avant le sujet, on peut parler d'espace négatif. Et l'idée, une fois qu'on a répertorié ces éléments dans notre image, parce que certains peuvent y être, d'autres non, mais une fois qu'on a répertorié la présence ou non de ces éléments dans notre image, ça va être de les pondérer, de leur donner un poids différent, de leur donner une importance décroissante, avec dans l'idée que les couleurs vives vont être les éléments les plus importants, vont avoir plus de points, on va dire, et les ombres, tout ce qui va être potentiellement de l'espace négatif vont avoir le moins de points. Et l'idée, c'est de créer un équilibre dans notre image en termes d'espace, donc en termes de place qui est prise dans notre image, pour que plus un élément a de points, plus il soit petit par rapport aux éléments qui ont moins de points dans notre image. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai un élément qui est rouge, pétard, et que tout le reste de notre image est sombre, il va falloir beaucoup plus d'espace sombre dans notre image pour contrebalancer cet élément-là, pour qu'on ait une impression d'équilibre dans notre image. Si notre élément le plus visuel comme ça, en termes de couleur, prend quasiment toute l'image, on va pas avoir de sensation d'équilibre dans notre image. S'il n'y a pas de couleur très vive, pareil, on va avec un peu moins d'importance, mais ça va être les éléments les plus lumineux de notre image qui vont avoir le plus de poids dans notre image, et ces éléments les plus lumineux, si on veut trouver un certain équilibre dans notre image, il va falloir d'autant plus d'éléments sombres pour contrebalancer ces éléments lumineux, parce que si la majorité de notre image est lumineuse, on va peut-être avoir cette sensation aussi qu'il y a l'équilibre dans notre image qui n'est pas respecté. Et ensuite, de la même manière avec les détails, si on a une zone où si notre sujet est très chargé en détails, on va essayer de le contrebalancer avec un décor, on va dire, qui va être peu texturé, pour d'autant plus le mettre en avant, et pour essayer d'avoir en proportion cette sensation que c'est lui le sujet de l'image et qu'il y a un certain équilibre global dans notre image. L'idée, c'est donc que ces éléments qui ont le plus de poids, ça va être les premiers aussi qui vont attirer notre regard. C'est-à-dire que s'il y a un point rouge dans notre image, ça va être la première chose qu'on va regarder. S'il y a une zone très lumineuse dans notre image, ça va être la première chose qu'on va regarder. Et donc cet équilibre, il va aussi nous permettre d'assurer un peu une meilleure lisibilité à notre image. Et en fait, moi, ça fait des années que j'essaie d'améliorer la lisibilité de mes images, mais des fois, j'ai toujours un avis sur est-ce que j'ai réussi à rendre mon image plus ou moins lisible, mais des fois j'avais du mal à analyser pourquoi. Et ce qui me plaît dans la méthode de Roman Fox, c'est qu'elle m'a donné des clés aussi pour certaines fois où je savais pas trop pourquoi j'avais pas réussi à rendre une image lisible. Elle m'a donné des clés pour décoder ça un peu mieux. Donc on va prendre quelques photos que j'ai faites en exemple pour rendre les choses un peu plus concrètes. Je précise que certaines de ces photos sont pas du tout des photos que j'aime et que j'ai jamais voulu exploiter, voire qui ne sont même pas traitées, mais c'est des photos qui vont me permettre plus facilement d'illustrer le propos. Alors dans cette première photo, quand je l'ouvre, mon regard instantanément il se dirige très fort sur ce panneau sens interdit, et pourtant ce panneau sens interdit
il est minuscule par rapport au volume global de ma photo, donc ça illustre bien le fait que les couleurs vives, ça va vraiment être quelque chose vers laquelle on va être rivé instantanément. Quand j'ouvre cette photo, de la même manière, j'ai du flou au fond pour renforcer le fait que le sujet de cette photo, c'est ce monsieur qui est de dos. Alors cette photo ne marche pas pour plein de raisons, mais surtout, quand j'ouvre cette photo, le fait que le pont soit rouge fait que je vais regarder le pont en premier, parce que c'est la seule couleur qui flash par rapport au reste dans cette photo, malgré le fait que ce pont soit dans une zone de flou, donc que j'ai essayé d'appuyer le fait avec la profondeur de champ sur le fait que le sujet, c'était ce monsieur qui marche de dos. Ce qui est intéressant, c'est que si cette photo, je la passe en noir et blanc, c'est ce monsieur qui va redevenir le sujet de ma photo, parce que c'est l'information la plus exposée que j'ai dans mon image, donc ça, plus le fait qu'il y ait un peu de flou au fond, là, ça va redevenir la première chose que je vais regarder dans ma photo, parce que je suis plus parasité par cette lumière, par cette couleur vive rouge du pont qui est au fond. Alors ici, par exemple, sur cette photo, j'aurais aimé plus, dans l'idée, quand j'ai fait cette photo, j'aurais voulu mieux mettre en relation cette personne qui avait un t-shirt rouge avec ses bandes rouges au sol, mais dans la pratique, ces bandes rouges au sol prennent une telle place dans la photo qu'en fait elles sont devenues le sujet de ma photo et que je peux plus du tout les mettre en relation avec ce personnage qui pourtant a des couleurs un peu similaires parce que en comparaison, il est trop petit. Donc il y a un espace négatif avec ce noir autour qui réussit bien à contrebalancer les rouges, mais par contre on voit bien que ce rouge vif là, plus il est vif et plus il prend l'œil parce que c'est lui que je vais regarder et c'est pas mon personnage qui traverse la photo en vélo, bien qu'il porte aussi du rouge. Donc sur cette photo-là, on a un bien meilleur équilibre. On a ce pull rouge qui est pas si grand dans la photo, mais qui va attirer quand même tout de suite notre regard. Donc vous voyez la puissance des couleurs vives. Et on va en plus avoir les hautes lumières qui vont faire un espèce de fourreau autour de mon sujet, là, avec cet encadrement. Donc le combo des deux, ça va vraiment mettre l'accent sur mon sujet. Et j'ai suffisamment d'espace négatif avec tout ce noir au fond qui est vraiment dense pour contrebalancer tout ça. Cette photo, si je la resserre beaucoup plus sur mon sujet, vous allez voir, elle va beaucoup moins bien marcher. Voilà. Je la trouve beaucoup moins efficace. Il nous manque cet équilibre pour que la couleur et la lumière aient leur bonne place dans l'image. Ces deux photos que j'ai prises en reportage chez les Cycleureux, elles sont intéressantes parce qu'elles sont assez similaires dans la construction, mais il y en a une qui, à mes yeux, marche beaucoup mieux que l'autre pour plusieurs raisons. Déjà, en termes de couleur, sur celle où il n'y a que les fourches, il n'y a que les fourches qui sont en couleur et le reste non, mais j'ai suffisamment d'espace blanc autour pour quand même garder cet équilibre et qu'on ait quand même de l'air dans cette photo. Et sur l'autre, en plus, il y a plus de sujets principaux qui prennent plus de place avec de la couleur, il y a des éléments de décor qui ont de la couleur, et il y a beaucoup plus de détails aussi, puisque notre regard il est attiré aussi par plein de choses autres que les fourches de vélo, et en fait l'équilibre du coup est pas du tout bon sur cette photo, quoi. Si je prends ces deux portraits de Lucie Charbonneau, ce qui est intéressant aussi là, c'est que la plus serrée des deux marche mieux à mon sens, notamment parce que dans celle-ci, il n'y a que la tenue et les lèvres de Lucie qui ont des couleurs vives. Tout le reste de l'image est construite autour de couleurs neutres et avec quand même suffisamment d'espace. Alors que sur l'autre, on voit des bouts du mur qui n'est pas aussi vif, mais qui est un peu dans les mêmes tons que ces éléments-là. Et en fait, ça parasite la lecture de l'image parce que y a trop d'éléments aux alentours de cette couleur maintenant dans l'équilibre général. Donc ça, c'était principalement pour la partie des couleurs vives. On a vu qu'en deuxième élément le plus important en termes de captation de l'œil, on va avoir les lumières les plus fortes. Donc on va regarder un peu ça, sachant que voilà, comme elles sont dans la pondération initiale un peu moins violente que les couleurs vives, on va pouvoir avoir un peu plus de lumière forte dans l'équilibre général de la photo pour qu'elle marche quand même que les couleurs vives. Donc là, sur cette photo d'un batteur de rue, c'est juste pour illustrer que, en premier lieu, ce qu'on regarde, enfin moi en tout cas, c'est le fond de l'image, parce que c'est là qu'il y a le plus de couleurs et le plus de lumière. Or, le sujet de ma photo, quand j'ai voulu prendre cette photo, c'était ce batteur de rue qui est au premier plan. Et en fait, on revient vers lui qu'une fois qu'on est allé au fond, qu'on voit que les gens regardent quelque part, en fait, et si on suit leur regard, on le voit, ou aussi parce que il y a un léger bokeh au fond, donc on a quand même tendance à le regarder, mais en termes, dès que j'ouvre cette image, ou si je la regarde en miniature, je vais pas tout de suite aller vers lui, du moins pas autant que je pourrais si c'était lui le plus coloré ou lui le plus lumineux. Alors dans cette photo que j'ai prise dans un vide-grenier, le sujet de ma photo, même si elle est un peu large, c'est cet accordéoniste, et on va quand même le regarder en premier parce qu'il est au centre de l'image,
et il est bien dans les hautes lumières, donc ça c'est bien, mais sauf qu'il y a plein aussi d'éléments qui sont dans les parties les plus lumineuses, notamment tout ce qu'on va avoir au premier plan là, qui va rajouter beaucoup de bruit à la lecture de cette image, donc je vais le regarder, mais il va pas être aussi mis en avant que s'il y avait que l'accordéoniste qui était dans une partie lumineuse centrale relativement petite et que tout le reste servait de faire valoir, on va dire, à cette partie lumineuse. Et sachant que là, il y a un autre souci sur cette photo, c'est qu'il y a beaucoup de détails et beaucoup d'infos et beaucoup de choses denses. On en parlait au début aussi dans la catégorie juste en dessous des détails. Et là, il y a des détails partout dans cette photo. Il y a très peu de choses qui sont homogènes, très peu de choses qui sont lisses. Et donc, en fait, notre regard, il veut tout un peu regarder un peu partout, mais du coup, il sait pas trop sur quoi il est censé s'attarder. Il sait un peu parce que c'est au centre de l'image, mais en vrai, il y a vraiment beaucoup de choses qui parasitent la lecture de cette image. Sur cette photo d'Alexandre, il y a des éclairages très très forts derrière lui, et il y a un fond qui est aussi très éclairé au fond à gauche. Et ça, pareil, ça parasite beaucoup l'image. Mon attention, elle est tout le temps emportée plutôt vers le néon qui est juste à sa droite, là. Et du coup, si je veux analyser son visage, je suis tout le temps en train de lutter. Mon attention est toujours en train de lutter, de passer de l'un à l'autre entre son visage et ce néon. Donc là, en termes de construction, il y a aussi un problème parce que mon œil va là tout de suite sur ce néon et que ça nuit un peu à mon sujet, alors que pourtant, c'est assez clair que c'est un portrait et que c'est Alexandre qui est au cœur de l'image. Alors dans une photo comme celle-ci, là pour le coup c'est beaucoup mieux parce que j'ai qu'un élément qui est beaucoup plus lumineux que le reste et en plus il fait à peu près 1/9 de mon image et en plus il est placé au centre, ce qui facilite encore la lecture, mais du coup là sans aucun doute quand j'ouvre cette photo je sais très bien que ce que je regarde, ce qui est le sujet de cette photo, c'est cette personne qui descend les escaliers parce que c'est son t-shirt qui prend toute la place dans cette photo. A l'inverse, en termes d'équilibre, si je zoomais l'image beaucoup plus sur lui, alors là j'ai encore beaucoup de marge de manœuvre pour qu'elle marche, mais par contre si je zoome vraiment très très fort et qui remplit ce personnage quasiment toute la photo, là j'ai une photo qui est beaucoup moins intéressante parce qu'il n'y a pas tout cet espace négatif sombre autour pour le contrebalancer. Donc voilà, ça c'était des exemples de ce qui va marcher ou pas marcher à cause de ces questions de lumière les plus fortes dans notre photo. Et maintenant on peut regarder aussi un peu ce qui va se passer avec ce qui va être du domaine des détails. Donc là, c'est encore un peu hybride, on va dire, entre les détails et la lumière, puisque j'ai une photo qui est très très dense en détails, un peu comme la photo du vide-grenier tout à l'heure, sauf que là, ce qui est intéressant, c'est que en premier plan, j'ai ce monsieur qui regarde par la fenêtre, et qui lui porte aussi, comme le monsieur précédent, des habits très clairs, et donc ce qui fait que, comme ça va être la partie la plus lumineuse, je vais d'abord regarder ce monsieur quand je vais ouvrir cette photo, et ce qui est intéressant, de par le fait qu'il y ait autant de détails, c'est qu'une fois que je regarde ce monsieur, je vois ce qu'il regarde, et là je peux analyser ma photo de manière beaucoup plus sereine que celle du vide-grenier, parce que je vais suivre sa direction, et donc je vais commencer ensuite à regarder les gens qui jouent juste derrière la vitre devant lui, et après je vais analyser un peu ce qui se passe dans le reste de la salle. Et donc en fait là il y a énormément de détails, mais c'est aussi le fait que ce monsieur ait une veste claire et relativement homogène qui va beaucoup simplifier la lecture de mon image. Si ce monsieur n'était pas dans ma photo, ça resterait une photo un peu fouillis dans le sens où je comprendrais pas ce qu'il faut que je regarde. Alors ici j'ai une photo qui est intéressante pour illustrer le fait que c'est pas parce qu'il y a des détails que ces détails vont prendre l'attention, dans le sens où on peut aussi avoir une homogénéité dans le niveau de détail. Par exemple là la mer, elle est avec les vagues, ça a créé beaucoup de détails, il y a une grosse netteté sur toutes ces vagues dans cette photo, mais le fait que cette texture soit homogène sur une grande partie de l'image, en fait ça fait que rapidement c'est pas ça qu'on va regarder. On va regarder plutôt ce qui rentre pas dans cette homogénéité, donc ça va devenir, même si c'est des détails et que les détails dans la hiérarchie c'est quelque chose qui est assez haut, dans la hiérarchie des choses qui vont attirer le regard, le fait qu'il y ait une homogénéité dans cette dimension là fait que rapidement on va s'en détacher et qu'on va regarder autre chose. Et donc du coup je vais regarder mon sujet qui est cette personne là qui est en plus à la limite entre les deux zones qui fourmillent de détails, la plage et la mer, qui ont tous les deux des textures assez homogènes, et donc ça va me permettre de bien remettre ce sujet en valeur, sachant qu'en plus il a la couleur la plus vive de l'image et qu'il est tout petit. Le fait qu'il soit tout petit, ça enlève rien au fait qu'on va assez rapidement porter l'attention vers lui en fait. Si je serrais au contraire très fort la photo sur lui, ça marcherait beaucoup moins bien parce qu'en fait on perdrait le fait que l'immensité de l'océan le rend homogène et donc que l'océan devient une toile de fond. Et donc en fait, paradoxalement, si j'avais resserré beaucoup plus sur mon sujet, on l'aurait peut-être moins vu parce que j'aurais pas laissé suffisamment d'espace à l'océan pour qu'il devienne homogène. Je sais pas si c'est très clair. Alors sur cette photo c'est un peu la même idée parce que mon sol il a pas mal de textures, mon goudron il a pas mal de textures, plus de textures en tout cas que l'ombre, qui en plus est pas très haut dans la hiérarchie mais que l'ombre de mon personnage, sauf qu'en fait la disposition de mon sol, le fait qu'on comprenne qu'il a une répétitivité dans la géométrie, va permettre
d'accentuer le fait que c'est la toile de fond sur laquelle je dessine l'ombre de mon personnage, alors que sur une autre photo que j'avais prise au même moment, qui était de biais, la construction du sol ne véhicule pas ça du tout. Et en fait, là, la photo est beaucoup moins lisible. On regarde beaucoup plus de choses avant de s'attarder sur l'ombre du vélo, comme si c'était la partie importante de mon image. Et pareil, en termes de dimension, il y a quelque chose de beaucoup plus homogène là pour le coup. Alors on voit que les ombres, il y a quand même besoin de les appuyer pour qu'elles prennent de la place. Et là, le fait que cette ombre prenne autant de place dans ma photo, ça a permis de la rendre imposante par rapport à l'équilibre général, alors que normalement les ombres, par rapport à des détails, enfin vous voyez, le mélange de... j'ai des détails qui normalement se prennent beaucoup de place, mais je les ai un peu... J'ai réussi à trouver une méthode pour les mettre en toile de fond, et du coup cette ombre qui normalement ne prend pas beaucoup de place arrive à se déployer dessus. Alors là, j'ai un exemple typique. Bon, en plus, elle est à contre-jour, donc pour être en toute honnêteté, ça joue aussi sur l'impression que ça ne marche pas. Mais là, j'ai une photo qui a énormément de détails, que ce soit mon sujet que j'aurais voulu être ce saule pleureur ou le premier plan qui est cette herbe, qui ont quasiment le même niveau de détail. Et en plus, il n'y a pas grand-chose pour contrebalancer ça, parce que le ciel, qui pour le coup est relativement uniforme, est pas assez présent dans mon image. Et donc, j'ai pas cet équilibre qui va me permettre d'avoir voilà, ce côté un peu zen dans la place que prendrait cet arbre dans mon image. Là, j'ai ça qui n'est pas du tout respecté. Les détails, c'est au-dessus de quelque chose d'homogène. Et en plus, j'ai les 3/4 de l'information de mon image qui fourmille de détails et les zones un peu homogènes qui auraient pu me servir de toile de fond qui font à peine 1/4 de mon image. Et j'arrive pas à m'en sortir en termes de cette homogénéité, de cet équilibre. Alors que là, j'ai un sujet qui a beaucoup de détails et qui pourtant n'est pas très coloré, alors qu'il y a des couleurs au fond, mais le fait qu'il ait beaucoup de détails et qu'il soit la partie la plus lumineuse de l'image, donc vous voyez, on peut cumuler bien évidemment des choses, fait qu'il ressort bien sur cette toile à la fois sombre et à la fois moins lumineuse que lui, même s'il y a des couleurs vertes en arrière-plan. Et surtout, il y a aussi une dimension là, où la dimension de mon sujet, qui pourtant a pas mal de détails, est bien contrebalancée par tout l'espace négatif qu'il a autour de lui, et donc c'est plus harmonieux que l'exemple d'avant. Et enfin, un dernier exemple sur ces équilibres. Ça, c'est 2 photos relativement similaires, on va dire, dans l'intention que j'ai prise en reportage. Et vous voyez que, globalement, c'est des photos qui sont pas très éloignées l'une de l'autre. Sauf qu'à mes yeux, il y en a une qui marche beaucoup mieux que l'autre. Alors, il y a un aspect géométrique qui joue, hein, on est d'accord. Mais il y a aussi une dimension de... J'ai plus d'espace autour de mes sujets principaux là, qui va me permettre de contrebalancer un peu tous les détails que je voudrais regarder sur ces couteaux, etc. sont encore plus mis en avant par le fait que j'ai des choses relativement homogènes qui les entourent et que j'ai suffisamment de dimensions dans ces choses homogènes pour que j'ai une sensation d'équilibre dans mon image. Alors que dans l'autre, j'ai plus d'infos avec des détails, j'ai moins d'espace pour le contrebalancer, et elle a un côté un peu plus claustrophobique où l'équilibre global marche moins sur moi en tout cas. Alors après, bien évidemment, un contre-exemple voulu, parce qu'il faut savoir aussi après ce qui fait l'intérêt de notre photo. Là, le but de cette photo, c'était clairement de montrer que ce monsieur travaillait dans un capharnaüm incroyable. Donc le fait qu'il soit pas plus exposé et qu'il soit noyé de détails tout autour de lui, tout autant qu'il y a de détails sur lui, c'est complètement voulu parce que l'idée c'est bien sûr de véhiculer que il sort pas du tout de ce décor, il est complètement noyé sous tout ce bazar qui constitue sa boutique. Alors voilà pour quelques exemples. Ce qui est vraiment pas mal avec la méthode de Roman Fox, c'est qu'elle n'est pas trop directive, mais du coup aussi elle peut s'adapter à beaucoup de situations, quoi. Je précise aussi que des fois cet équilibre il va être inversé, parce que si par exemple vous surexposez très fort une photo, comme c'est le cas sur celle-ci, en fait du coup la partie la plus lumineuse de l'image devient suffisamment homogène pour devenir l'espace négatif, la toile de fond, et que c'est notre sujet qui est sombre, ce qui est l'inverse de ce qu'on fait la plupart du temps, qui va devenir le premier élément qu'on va regarder en ouvrant cette photo. De la même manière, sur une image qui est blindée de détails, de textures partout, s'il y a une petite zone toute petite qui est immaculée, très clean, c'est ça qui va attirer notre regard en premier. Donc on peut aussi prendre le truc à l'inverse. Bien évidemment, c'est aussi des contrastes entre ces zones-là qui peut créer l'intérêt dans l'image, même si dans une image à peu près équilibrée, on va d'abord regarder les zones lumineuses plutôt que les ombres et les détails plutôt que les zones qui n'ont pas de détails. Je parlais au début des règles un peu plus classiques de composition, comme la règle des tiers, etc. Cette méthode de Roman, elle n'est pas en opposition avec ça. C'est une des manières d'analyser une composition ou un travail. Il y en a plein. Il n'y en a pas une qui est plus vraie que l'autre, ou moins vraie que l'autre, ou plus efficace que l'autre. Il y en a même plein qui ne sont pas en opposition, qui peuvent marcher en même temps. Et tout ça, c'est juste des outils qui peuvent vous aider à avancer dans votre pratique à un moment donné, quoi.
Si je prends une photo comme celle-ci, je peux l'analyser de plein de manières avec cette méthode en disant ah bah j'ai un petit peu de orange mais beaucoup plus de vert qui est moins vif, donc au niveau des couleurs j'ai réussi à créer un équilibre. Il y a beaucoup de détails partout par contre, donc peut-être que mon souci c'est qu'il y a trop de détails dans les plantes, dans la pagode, dans les machins, alors qu'en fait de base avant de rentrer là-dedans, cette photo elle a des problèmes de composition beaucoup plus évidents que ça pour mettre en avant ma pagode si c'est mon sujet par rapport au premier plan, aux arbres, aux plantes, etc. Donc il faut pas s'enfermer non plus dans vouloir analyser les choses comme ça, alors que des fois il y a des choses beaucoup plus évidentes qui ne vont pas avant même de se poser des questions comme ça pour améliorer la lisibilité de notre composition. Par contre, si je prends cette photo de lever de lune, elle est intéressante à analyser avec la méthode de Roman, parce qu'il y a ce point orange qui est tout petit en proportion par rapport au reste de l'image et ce tracé orange sur l'eau qui sont assez petits en termes de volume par rapport au reste de l'image, mais qui avaient besoin de tout cet espace autour pour être bien contrebalancé. Mais je me suis aussi appuyé, quand j'ai construit volontairement cette photo, quand je l'ai prise, je me suis aussi appuyé sur la règle des tiers et en sachant que j'allais travailler sur ce format-là pour avoir 3 couches différentes qui remplissent l'espace. Et donc ça a renforcé ma composition. C'est-à-dire que j'ai pris d'autres photos de cette scène qui marchaient pas trop mal aussi parce que j'avais toujours cet équilibre entre la lune orange et tout le ciel bleu autour. Mais ce qui fait que celle-ci est plus forte à mes yeux, c'est que j'ai utilisé aussi la règle des tiers pour la renforcer. Donc on peut bien sûr mélanger plein de choses. À l'inverse, s'il n'y avait pas ce point orange dans mon image, ma photo elle aurait très peu d'intérêt, quoi. Ce serait juste une photo par strate, mais il n'y aurait pas de sujet dans ma photo. Donc c'est aussi c'est plusieurs choses qui peuvent marcher ensemble, mais il n'y a pas une manière d'analyser ou de construire ces images, quoi. Je précise par contre que les photos que je vous ai montrées dans le cadre de ces vidéos, pour la plupart, je les ai pas du tout construites avec cette méthode-là en tête. Je les ai analysées après coup avec cette méthode-là, et cette méthode-là m'a permis, depuis que j'ai vu cette vidéo, de comprendre dans certains cas ce qui marchait, ce qui marchait pas, de manière un peu plus construite, on va dire. Mais ce qui va être intéressant aussi, ce qui est déjà intéressant, c'est que depuis que j'ai vu cette vidéo, par contre, c'est quelque chose auquel je réfléchis un peu plus de temps en temps quand une photo marche pas au moment où je la prends, en me disant attends, est-ce qu'il n'y a pas une de ces clés là qui peut t'aider à mieux composer cette photo là en particulier. Donc c'est quelque chose que j'ai rajouté à ma besace et que vous allez peut-être rajouter aussi à votre besace pour les futures photos. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, et si ça vous intéresserait d'avoir des vidéos qui reprennent un peu les outils de composition un peu plus classiques aussi pour en parler. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, et je vous dis à très bientôt. Ciao.